routière de l'information Saint-Élie-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ses équipes, se retrouve en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin dans l'émission La gare routière de l'information avec mes confrères. Nous allons parler, de la politique avec ce nouveau front qui dit vouloir faire échec donc à la constitution de la 5e République, des partis politiques de l'opposition, de la société civile également. Mais pour quelle opportunité réellement, on va évoquer clairement le sujet encore ce matin. Nous parlerons aussi de l'éducation. Quelle école pour la 5e République? Ça paraît bizarre, n'est-ce pas? Nous voulons évoquer donc ceux-là qui écrivent nos programmes, la morale qui doivent nous guider donc dans le pays. On va ramasser tout ça et on va en faire un petit débat avec mes confrères en studio. Bienvenue chez nous. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Le Mai, à cette émission La gare routière de l'information avec mes confrères Olivier Adja en studio avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Oui, bonjour cher ami Eric Gator. Tu vas bien? Bien sûr, je vais bien. Je rends grâce au Créateur qui nous protège et nous conserve la vie. Je salue vos auditeurs et auditrices partout où ils sont. Sur TikTok, c'est pas sur YouTube, oui, si je me trompe. Exactement. Et voilà donc à la radio, devant le petit poste de radio. Exactement. Je vous salue tous dans le beau nom de notre Seigneur. Amen. Amen. Bonjour Acha Ibrahim, merci de nous avoir rejoints en studio. Bonjour Saint-Éric Gator, bonjour aux éditeurs et auditrices, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les plateformes numériques de la radio. Et c'est un plaisir de répondre à votre invitation. Merci d'être là. Nous prendrons plaisir à discuter de l'actualité. Bien sûr. On sera rejoint, si tout marche bien, par notre confrère Isidore Sassou Akolor. On va d'abord commencer avec la politique togolaise et un nouveau front qui se crée maintenant que les choses se précisent pour la 5e République. Vous savez que nous attendons la nomination des 20 sénateurs par le président de la République. C'est vrai que selon la constitution togolaise, c'est le président du conseil qui nomme donc les 20 personnalités donc devra occuper ce poste-là pour former donc le Sénat togolais. Mais il y a quand même une ordonnance qui a été prise, et il faut le préciser, en fin d'année dernière, en novembre, pour être précis, qui dit que le président de la République, puisqu'il est là pour l'instant, il pouvait nommer, et c'est ce que tout le monde attend. Et il semble que TVT bat le record d'audience depuis quelques jours où tout le monde est à l'affût pour connaître le nom de ces 20 élus. On ne sait pas trop. Mais peut-être avant d'arriver véritablement sur cette question-là, évoquons le sujet de ce nouveau front qui a été créé et dont l'objectif est clair, c'est-à-dire faire échec à la constitution de la 5e République. Acha Ibrahim, quel commentaire vous en faites aujourd'hui? Parce que ce front est constitué, outre les deux partis politiques comme la FDR et la ANC, des autres qui sont de la société civile. Non, mais il faut dire que c'est un front de plus. Front de plus? Oui, puisqu'il y a déjà Touche pas à ma constitution, qui est déjà à l'œuvre, qui aussi essaie de poser des actions pour faire échec à cette nouvelle constitution. Et entre-temps aussi, il y avait eu un regroupement informel de partis politiques qui se sont retrouvés aussi dans le cadre
de Front citoyen Togo debout, pour faire échec à cette même constitution, à la constitution promulguée le 6 mai 2024, autant pour moi dernier. Et donc un nouveau front encore, donc ça voudrait dire qu'on ne fait que multiplier des fronts pour faire échec à cette nouvelle constitution. Mais l'objectif me paraît un peu utopique en ce sens que... Ah bon? Oui, je dis utopique parce que la nouvelle constitution est déjà presque en train d'être mise en place. Les institutions qui doivent être prévues par cette nouvelle constitution sont déjà en train d'être mises en place. On attend le Sénat, vous venez de l'évoquer. Donc les autres sont aussi d'une manière ou d'une autre en train d'être mis en route. Donc j'ai dit utopique en ce sens que tous les fronts qui ont été créés dans le pays de façon circonstancielle par rapport à des sujets donnés n'ont pas pu résoudre le problème pour lequel ces fronts ont été créés. Bon, c'est pourquoi je suis un peu, je peux dire, dubitatif par rapport à l'idée que peut-être que ce front-là réussira à faire échec à la nouvelle constitution. Et figurez-vous, c'est une question d'État. Les autorités de notre pays ont mis les bouchées doubles pour que cette nouvelle constitution-là soit effective dans notre pays. Vous avez vu comment on a convoqué les députés nuitamment, ils se sont précipités, sont allés, ils ont voté. Oui. Donc c'est dire que c'est quelque chose qui est dans leur agenda, dans l'agenda des autorités. Ça a été préparé, c'est dans leur agenda. Donc je vois en tout cas à l'état actuel des groupes de pression qui puissent exister dans le pays. Je vais parler de l'opposition, de la société civile. Leur état actuel là, je ne suis pas sûr que ces groupes de pression là parviendront quand même à inverser, puisqu'il s'agit d'inverser la tendance, de tout faire pour que la nouvelle constitution ne puisse pas entrer en vigueur. Or c'est déjà promulgué, et quand vous voyez un peu les enchaînements au niveau du pouvoir exécutif, tout est mis en place pour que les choses marchent normalement. Donc c'est pourquoi je suis un peu sceptique, et surtout quand vous voyez un peu la capacité de mobilisation de l'opposition actuellement, et ce n'est plus comme de par le passé où quand un leader sort, il donne le mot d'ordre et voilà, les gens suivent. Je me rappelle quand on était à l'université, quand on dit Jésus-Christ Olympio va pointer vers la frontière d'Aflaou, vous voyez comment Lomé est en effervescence et toute la ville est en effervescence. Donc on n'a plus cette capacité de mobilisation. C'est ce qui fait que vraiment je suis un peu sceptique par rapport aux résultats escomptés par cette nouvelle charte qu'on met en place, cette charte de travail pour pouvoir faire échec à la nouvelle constitution. La nouvelle constitution est en marche, je suppose, et c'est ce que nous remarquons sur le terrain. Je ne sais pas si Olivier partage votre pessimisme par rapport donc à la réussite de ce nouveau front. Olivier, quand on écoute les uns et les autres, on a le sentiment comme si c'est maintenant que certains se réveillent véritablement. Maintenant que le train a quitté tellement il y a longtemps la gare. Non, je ne veux pas forcément tirer sur l'ambulance. Peut-être qu'il y a des blessés, des malades à l'intérieur, donc il faut faire attention. Mais de toutes les façons, il faut dire que l'opposition togolaise se cherche toujours depuis des années 1990. Aujourd'hui, l'opposition ne s'est pas encore retrouvée. Et c'est de bonne guerre dans un pays lorsque, voilà, donc un débat qui porte sur le cœur même de notre contrat social, c'est-à-dire la Constitution, qui est le fondement de notre vivre ensemble, voilà, donc est retouché. Il faut quand même qu'il y ait un débat, et on le reproche, ce débat n'a pas réellement eu lieu, d'accord, avant le basculement dans la 5e République, ou du moins voilà donc le processus qui a démarré depuis quelques mois. Donc l'opposition est parfaitement en droit de jouer son rôle et de protester. Ça, on ne peut pas lui en vouloir ainsi, et pour quoi que ce soit. Donc c'est son rôle qu'elle est en train de jouer. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle a les moyens pour pouvoir faire entendre sa voix et atteindre les résultats escomptés. Oui, c'est-à-dire faire échec. Faire échec, cette constitution. voilà.
Et c'est là donc l'interrogation ou la question se pose réellement, puisqu'on a vu les tentatives de protestation qui n'ont pas vraiment pris. Et l'ANC a boycotté une élection ou des élections, je les mets entre guillemets, comme stratégie de protestation. Et on voit que ça ne prend pas, parce que l'ANC est en train de revenir même sur cette stratégie-là. Okay? Mais ce n'est pas le débat. Donc, ce regroupement qui est créé, je le dis, c'est de bonne guerre et c'est légitime. Si l'opposition n'avait rien fait aussi, moi, en tant que citoyen, je me serais posé des questions. Quel est son rôle dans une cité où un débat pareil se pose et qu'elle est gardée silence? Soit elle est complice, soit elle est co-auteur ou autrice, si vous voulez, mais au moins l'opposition devait réagir et elle a réagi. Et seulement ce regroupement, quand je prends certaines têtes, mon confrère l'a dit tout à l'heure, il y a déjà un regroupement Touche pas ma constitution qui est né. Alors, il y a certaines personnalités qui sont dans le regroupement Touche pas ma constitution, si je ne me trompe, parce que je peux me tromper, qui se retrouvent dans le nouveau regroupement. Et il ne sait pas, analyse par, il sait pas, déduction, c'est que c'est un aveu d'échec du premier mouvement, que ça n'a pas marché, notre tentative de dire touche pas ma constitution. Donc on est obligé de revoir notre posture, notre stratégie. Entre-temps, cette constitution a été touchée, elle a été votée, elle a été promulguée, et on est en train de mettre en place les institutions, les organes de la République. Et donc, on se rend compte que ça a été un échec. Donc, il faut remobiliser, reprendre, remettre de l'ouvrage sur le métier. D'accord. Et c'est ce que je remarque. Et là, la conclusion, c'est que l'opposition n'a pas les moyens de sa politique aujourd'hui. Et pour ne pas être méchant, le Togo ne dispose vraiment plus d'une opposition capable d'offrir quelques alternatives. Est-ce que justement, c'est pas ça le problème que nous avons au Togo finalement? Qu'on en arrive aujourd'hui à affaiblir totalement l'opposition, qu'elle ne soit capable de rien. Oui, même une simple protestation, elle ne peut plus. Ça véritablement. Oui, ça peut être un problème pour certains, mais peut-être une solution pour d'autres. Ah bon? Oui, bien sûr. Nous avons deux camps, le pouvoir et l'opposition. Le pouvoir se bat et travaille pour continuer la gestion donc, du pays. Oui. Et l'opposition se bat pour conquérir le pouvoir, d'accord? Donc, si, entre autres, un pouvoir, l'opposition s'affaiblit, peut-être que ça arrange indirectement le pouvoir qui n'a plus cette menace réelle que l'opposition a les moyens de reprendre. Est-ce que ça arrange la nation en réalité? Non, c'est ce que je dis. Que dans une république, une opposition soit faible. Encore faudrait-il qu'on ait une nation réellement et qu'on puisse avoir les délimitations de cette nation-là. On l'a déjà eu le débat ici, donc c'est une réponse que je te donne. D'accord, très bien. Et donc dans notre nation aujourd'hui, si on a le courage de parler vraiment d'une nation, on a des blocs. Des blocs de regroupement ou des blocs d'entités ou des blocs, je ne sais pas comment je vais le dire, mais c'est-à-dire ce n'est pas homogène. On n'a pas une nation homogène. Donc les intérêts vont d'un bloc à l'autre selon... Ouais, en même temps, nous savons qu'une nation, c'est quoi? C'est un territoire, c'est un peuple. Nous avons un territoire, nous avons un peuple. Et un destin commun. Oui, un destin commun. Et c'est là que le problème se pose. Mais se battre sur un sujet ne veut pas dire qu'on n'a pas un destin commun. Oui, mais au même moment... Ne pas s'entendre sur une définition ne veut pas dire qu'on n'a pas un destin commun. Olivier, on est d'accord là-dessus? Notre problème aujourd'hui... Non, il faut me démontrer que vraiment, on a envie de vivre ensemble. Puisque c'est ça le problème. D'accord. Arrêtez, quand je dis destin commun, je mets l'envie d'un vivre ensemble. Ok? Ça, on ne l'a pas encore. Ou du moins, ce n'est pas encore réellement constitué cette envie. Et c'est cette envie de vivre avec toi et mon frère. Vous avez une association ici qui s'appelle Vivre Ensemble. C'est cette thématique qui revient. Ça veut dire que vous avez compris qu'il y a un problème au sein de la société togolaise elle-même. Et que la question du destin que nous voulons
commune pour nous tous n'est pas encore constituée, n'est pas encore consommée. D'accord? Donc, cela va sans dire que, ou bien ceci dit, c'est que si l'opposition donc est affaiblie, ça n'arrange pas nous en tant que citoyens lambda. Moi, peut-être que je le dis, si on avait une opposition capable de relever certains points et de faire pression, et voilà, il y a certaines choses qui allaient changer positivement pour nous. La question de la vie chère, la question, donc, il y a plusieurs questions sociales plutôt, qui devraient normalement, donc, ça nous arrange, et on veut cette opposition-là. Mais sur le plan politique, d'autres diront que non, une opposition qui n'est pas forte nous arrange aussi, parce qu'elle ne constitue plus une menace pour nous qui sommes au pouvoir. Donc, c'est ce que moi je vais relever. L'opposition aujourd'hui, enfin, une partie est vent debout. On a le sentiment que c'est une partie qui est vent debout, puisqu'elle n'est pas associée, enfin, l'autre partie n'est visiblement pas associée à ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Mais en même temps, est-ce que ça veut dire que cette partie qu'on ne voit pas là n'est pas trop intéressée par cette revendication? Ça dit fait échec à la constitution là, aujourd'hui. Acha, à votre avis? Non, mais j'estime que ceux qui sont contre la nouvelle constitution, surtout les partis de l'opposition qui sont contre la nouvelle constitution, sont clairement définis sur le terrain. Il y a d'autres qui sont là pour accompagner. Bon, eux, leur situation ne nous préoccupe pas parce que bon, eux, ils sont là et là où le vent tourne, voilà, selon la direction du vent, ils sont là et ils suivent. Donc eux, ils ne nous préoccupent pas. Mais l'opposition qui se dit une opposition, bon, entre-temps, on avait taxé cette opposition de radicale parce que voilà, elle était intransigeante par rapport sur certains sujets donnés. Cette opposition incarnée par l'ANC, incarnée par les FDR, mais c'est celle qui est vent debout contre la nouvelle constitution et elle s'organise d'une manière ou d'une autre pour voilà, faire entendre sa voix. Olivier disait que voilà, si elle ne manifestait pas, c'est comme si voilà, elle avait abdiqué, c'est comme si elle avait démissionné. Elle est complice de l'état des choses. Bon, voilà que maintenant elle s'organise, elle fait entendre sa voix. Bon, on se dit que voilà, elle est là aussi, elle est présente et elle apporte aussi sa touche à la bonne marche de notre pays. L'essentiel est que et les gouvernants et les opposants arrivent à un moment donné à accorder leur violon. Mais est-ce qu'on n'est pas à un point de non-retour? La constitution dont il s'agit, l'objet querellé est déjà voté, promulgué et en train d'être mis en place. Voilà. Et on annonce une manifestation sur le 23 mars prochain. Une manifestation publique, et nous savons qu'au Togo, depuis un bon bout de temps, c'est plus autorisé de manifester quoi que ce soit. Et s'il faut aller dans le sens de la réelle politique, c'est pourquoi je disais que c'est désespéré, parce que je doute fort que cette initiative-là puisse porter. C'est pourquoi je le disais, parce que voilà, le moment où il fallait vraiment revendiquer et faire vraiment entorse à ce projet initié par les tenants du pouvoir, le moment est déjà passé. Vous savez, en matière de stratégie, il y a le timing qui compte. Et quand vous ratez le temps disons propice à une action, quand vous faites ça après, ça ne prend pas. Parce que c'est déjà passé le moment où vous avez peut-être les marges de manœuvre, vous n'avez pas su capter ce moment pour pouvoir agir, et quand le moment là passe, c'est fini. C'est comme voilà, moi je suis nous sommes dans le mois de carême, on dit que dans le mois de carême c'est un mois où voilà, on demande le pardon de Dieu, Dieu absout nos péchés et tout ça là, voilà. Quand ça passe et que vous vous concentrez, bon, vous comprenez que c'est voilà, déjà passé. Donc je dis tout simplement que l'opposition qui est actuellement sur le terrain et qui est demeurée plus ou moins constante par rapport à certains sujets, c'est-à-dire la pression par rapport à l'action des autorités, tout ça là, elle est là et c'est elle qui veut se refaire d'une manière ou d'une autre, se donner des moyens de pouvoir influencer un tant soit peu l'action publique dans notre pays. Mais
la question que nous posons est de savoir, est-ce qu'il s'agit seulement de sortir des communiqués, est-ce qu'il s'agit seulement de donner une date où, à laquelle on appelle la population à sortir et au finish, on se retrouve sans une masse pour pouvoir faire la pression qu'on désire faire. Donc c'est là où le problème se pose. Donc il va falloir maintenant revoir les stratégies, s'il faut éventuellement remobiliser d'une autre manière la population, la préparer à des actions futures. Je pense qu'il faut le faire, mais quand on se lève, on dit bon voilà, nous ne sommes pas d'accord et le 23 mars nous allons marcher, tout ça là, bon, est-ce que véritablement on s'est préparé, on a fait ça? Et c'est le problème, le drame dans ça, c'est que quand ça échoue, c'est encore des raisons de plus pour les tenants du pouvoir de dire que vous voyez, ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas les moyens, Olivier le disait, de leur politique. Et voilà, personne ne les écoute sur le terrain. Bon, voilà, est-ce que réellement c'est ça? Mais c'est de bonne guerre. En politique, on utilise les faiblesses de son adversaire pour pouvoir le noyer davantage. Donc moi, je pense que c'est dans cette situation que nous nous retrouvons. Et il va falloir que, en tout cas, le Togo réinvente. Je dis le Togo, quand je dis le Togo, parce que Olivier parlait de destin commun. Voilà, nous avons l'obligation, tous Togolais, de forger notre destin, de faire en sorte que le Togo, que nous voulons à partir de 2026-2027, soit un Togo radieux, un Togo où tous les Togolais vont se sentir véritablement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un danger des fruits de notre aujourd'hui à ce que l'opposition soit complètement aphone, non, qu'elle n'existe presque plus? Mais je l'ai toujours dit que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que l'opposition constitue, à mon sens, si je prends le pays comme un véhicule, c'est comme le rétroviseur. Quand vous évoluez, il faut regarder dans le rétroviseur pour ajuster votre façon de conduire, de peur de ne pas heurter ou bien que quelqu'un d'autre ne vient pas vous cogner derrière ou bien que vous ne déraillez. Voilà, donc s'il n'y a pas une opposition assez solide, assez méthodique pour pouvoir exercer la pression et faire des propositions de recadrage, d'ajustement, c'est pas bien. Pour la petite histoire, il y a une confidence. Ceux qui sont à l'hémicycle vont le dire. Il a fallu la présence lors du vote du budget de M. Aimé Gogué pour se prononcer sur certains enchaînements en matière de budget, de loi de finances. Il a fait des propositions très pertinentes que les gens ont accueillies. Ça a amené à améliorer cette loi de finances et pour qu'on aille au vote. Voilà la participation que nous voulons. Voilà, donc quand nous avons des éminences grises au niveau de l'opposition, de temps en temps, sur des sujets donnés, ces éminences doivent se prononcer, doivent faire des propositions et convaincre l'autre camp à accepter ces propositions, faire en sorte que ce soit l'intérêt du peuple du Togo qui soit en jeu et non des intérêts partisans. Certains sont là, bon, bah oui, il faut qu'on s'accroche, même si le peuple ne trouve pas son compte. Voilà, nous sommes là et c'est ça, et ça passe. Ça, cette façon de faire, c'est ce qui fait que ça crée des démons et au finish, des démons, des démons, bien évidemment, des démons, ça crée des démons parce que quand les gens se taisent, les gens ne disent rien, bon, allez-y seulement, en fait, on va voir, c'est pas bien, ce n'est pas un bon enchaînement parce que la suite, ce que ça va donner, c'est autre chose. Les gens le savent très bien, les gens en sont conscients, mais ils s'entêtent. Ils s'entêtent à le faire, à dire, oh, il n'y aura rien, nous on s'en fout. Non, c'est le Togo. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Oui, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Il s'agit de la postérité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous sillonnez un peu l'Afrique, il y a dans certaines régions, des gens ont régné, mais après, voilà, leur nom même ne figure pas dans le certificat d'état civil. Les gens ont changé tout ce qu'il fallait changer parce qu'on ne voulait plus avoir ce traumatisme autour de ces noms, autour de ces personnalités. Allez au Burkina, on vous dira un peu certaines choses. Voilà, donc allez au Zaïre, on vous dira certaines choses. Donc voilà pourquoi nous demandons aux gens d'avoir un esprit républicain, un esprit patriotique, de construire le Togo pour nous Togolais et pour la génération future, et non construire le Togo pour nous aujourd'hui seulement. On s'en fout de ce qui va arriver demain. Non, ça c'est grave. Cette posture n'est pas une bonne posture. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Juste un élément sur
la 5e République, toujours avec le Sénat qui se constitue. Nous savons que 41 personnalités ont été récemment élues et vont siéger. Il reste donc les 20 autres à être nommés par le président du Conseil. En réalité, selon la Constitution votée, promulguée le 6 mai dernier, sauf que aujourd'hui, et c'est la discussion, nous savons qu'il y a une ordonnance qui a été donc prise par le président de la République et c'est lui qui doit nommer donc les 20 personnes. Est-ce que c'est un retard à l'allumage pour la Constitution où des gens ont fait une Constitution avant même qu'elle ne rentre véritablement en application? On est encore en train de traîner sur un autre test pour pouvoir continuer la gestion du pays. Olivier? Non, je crois que d'abord, tout cela est nouveau pour nous. Et notre malheur... Tout le monde se cherche, c'est ça? Oui, et notre malheur, c'est que les techniciens, les scientifiques, les experts du droit constitutionnel, je veux dire, oui, sont à fond pratiquement. Et c'est soit des gens proches du pouvoir ou de l'opposition qui font le débat, alors qu'ils ne sont pas, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas légitimes, mais qu'ils n'ont pas la neutralité nécessaire pour pouvoir se mettre au-dessus analyser des analyses et de pouvoir nous éclairer. Donc, si bien que c'est difficile pour nous de comprendre réellement qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui n'est pas bien fait. D'accord? Et aujourd'hui, on vous dit que la Constitution de la 5e République a dit que le président de la République, et que le président de la République, n'étant pas encore élu sous la 5e République, il y a un président de la République qui est en train de gérer une transition sous la 4e République. Et dans ce cas, étant donné que c'est lui pour le moment le président de la République du Togo, et il peut aider à mettre en place les institutions. S'il ne le fait pas, aucun mécanisme n'est prévu pour que le président de la République, de la 5e République, qui doit être nommé par les sénateurs, et ces sénateurs qui ne sont pas au complet. Le Congrès. Oui, le Congrès, ces sénateurs qui ne sont pas au complet, donc on ne peut pas faire autrement, d'accord? Donc c'est ce qu'on nous explique. Et en réalité, moi j'estime que ça répond d'une logique. Maintenant, la logique et le droit ou la loi, est-ce que ça peut faire bon ménage? Ça, je ne saurais le dire. C'est là où, normalement, les techniciens de la chose, du droit neutre, devront intervenir pour nous expliquer mieux. Mais bon, il y a un manque de courage de la part de beaucoup d'entre eux qui laissent le service après-vente à nous, les journalistes, qui ne sont pas des spécialistes de ces questions pointues. Si bien que nous sommes obligés de faire des gymnastiques, certainement qui ne sont pas réelles, en tout cas dire ce que nous pensons. Mais de toutes les façons, si ça pose un problème, et dans le cas du droit et de la loi, lorsque l'application d'un texte pose problème, il y a des institutions qui ont été créées et qui existent pour pouvoir se prononcer sur ces questions-là. Et les mécanismes pour les saisir aussi sont définis par la loi. Donc, finalement, je vais peut-être renvoyer à ceux qui ne sont pas d'accord de faire appel à ces institutions pour se prononcer, parce que c'est leur rôle et c'est leur mission. Ah oui. Acha Ibrahim, quel est votre commentaire sur ce sujet-là? Non, mais on attend le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui va nommer les 20 sénateurs restants pour compléter ceux qui ont été qui sont déjà élus. Et voilà, donc on l'attend. Je pense que... Et c'est parce que la Constitution dit. La Constitution dit... On a pris une ordonnance pour permettre au président... en novembre 2004 pour dire que voilà, le président... Voilà, et le président du Conseil n'est pas encore en place. Oui. Et donc, ou bien le président de la République, dans le cadre de la 5e République, n'est pas encore en place. Donc, le président actuel qui est en train de guider ou bien de diriger la transition a cette prérogative de nommer les 20 personnalités restantes pour compléter le Sénat. Donc on attend que le chef de l'État actuel fasse, en tout cas s'exécute
pour qu'on puisse avoir le Sénat au complet. Bon, on attend. Entre-temps, je rappelle qu'il y avait 3 à compléter au niveau de la HAC, mais on a pris, ça fait plus des années qu'on n'a pas. On n'a pas pu les choisir. Et donc, je ne sais pas si les 20 là, on pourra. Dans le temps parti. Non mais attendez, il faut là, on est obligé d'y aller. C'est le chef de l'État de la 4e République qui doit choisir ces 20 ou c'est le chef de l'État de la 5e République. Ça aussi, c'est une question. Non, au niveau de l'ordonnance prise en 2000. Non, l'année dernière, en novembre passé. En 2024, et surtout, c'était en novembre. Oui, novembre. Évidemment. Oui. C'est précisé que c'est le chef de l'État actuel, en exercice. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il devient le chef de l'État de l'Institut de 2020 et de la 5e République, est-ce que pour le moment, il est le chef de l'État, dont le mandat n'est pas tire à sa fin. Vous comprenez? D'autres ont dit que c'est fini. Non, pas déjà. Il a prêté serment, c'était le 3 mai. Donc ce n'est pas encore fini. Donc il est toujours en fonction, il a toujours ses prérogatives de chef de l'État et il lui revient maintenant de nommer les 20 personnalités récentes. Donc on attend. Et je dis, entre-temps il y avait 3 et les gens ont commencé par rire. Non, ce que je dis c'est sérieux. Je veux parler des atermoiements, des hésitations et tout ce qu'il y a et qui va avec. Vous réveillez encore des vieux démons au niveau de la HAC. On n'a plus le temps de ces hésitations. Il faut aller vite. Il faut mettre la République en marche. C'est tout, avec les institutions. Il faut les compléter. Les personnes, 20 personnalités à nommer. Je ne sais pas, si c'est en tout cas la mer à boire au niveau de la présidence de la République. Ça traîne trop. Ça traîne. Parce que, selon les juristes, normalement, le Sénat doit faire sa rentrée de droit. Oui. Le 6. Le 6 mars. C'est-à-dire demain. Demain. Et donc, si elle n'est pas au complet, vous voyez, on va aller encore avec une institution boiteuse. Non, mais quoi, non, il est 11h40 ici à Lomé. C'est demain. Et c'est demain. Beaucoup de choses peuvent se passer. Nous sommes d'accord. Donc, ce que nous disons, c'est que nous demandons à notre chef de l'État de nommer les 20 là pour que demain, lorsqu'il y aura cette session de droit là au niveau du Sénat, qu'ils soient complets. Je ne voudrais pas que demain on retrouve seulement 41 pour dire que après les autres vont venir suivre. Ça, c'est pas bien ce fonctionnement de la République. Merci beaucoup, Acha Ibrahim. Bonjour, Isidore Akolor. Toutes mes excuses, Eric, pour le grand retard accusé. Et pour mes confrères aussi. Là. Et sur ce aux débat, auditeurs, aux éditeurs. Non, avant ce débat-là, je vous ai suivi concernant, qu'appelle-t-on, le premier sujet. Oui. La 5e, enfin le front. Le front. Oui. Ce front-là. Non. De l'opposition. Oui. J'adhère au développement de mes confrères, surtout Olivier, qui dit que l'opposition ne veut pas se taire là-dessus. C'est tout à fait normal. C'est dans la droite ligne de l'animation politique. Mais au-delà, est-ce que c'est une question du pouvoir et de l'opposition? Je dis non. C'est un problème avec une question pour le peuple togolais. Quand on parle de la Constitution, c'est la base fondamentale. C'est le ciment de la cohésion sociale. C'est un contrat social avant tout. Quand on parle de contrat social, il faut que nous aussi, les citoyens lambda, consulter. Est-ce que ce fut le cas? Bon, on va pas refaire ce débat-là. Non, c'est juste des constatations. D'accord. Donc, le contrat social est rompu depuis qu'on a créé ce monstre de 5e République 5. On n'a pas consulté le peuple togolais. Donc, ce n'est pas une question d'opposition ou de quoi. C'est le peuple togolais qui a se réveillé et a dit que nous n'y sommes pas impliqués. Oui, mais... Parce que pour la cohésion sociale, le vivre ensemble, il faut que nous soyons d'accord. Est-ce qu'il ne peut pas évoluer aujourd'hui? On ne peut pas évoluer. Ce débat, on l'a Le péché mignon est déjà commis. Il faut réparer ce péché mignon. Sans cela, on va droit dans le mur. Et là où on en est aujourd'hui, là... On va droit dans le mur.
C'est vrai. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a ce front qui est constitué, qui veut faire échec donc à cette constitution. Moi je ne me fie pas au front ou quoi que ce soit. Oui, je m'adresse au peuple togolais de prendre ses responsabilités. Mais à manifester votre mécontentement que nous n'avons pas été consultés pour le vivre ensemble. Il faut qu'on se mette d'accord sur les principes qui vont gouverner le pays. Mais tel n'a pas été le cas. Il faut que ceux qui ont perpétré cette forfaiture puissent rebroucher chemin. C'est tout. Moi, je m'adresse au peuple togolais. Oui. Bon, moi j'ai envie juste de savoir comment est-ce qu'on peut rebrousser chemin aujourd'hui. C'est-à-dire que tout dépend. Nous sommes, on dit le Sénat a été, il y a eu l'élection et demain. Oui. Comment est-ce qu'on peut revenir en arrière aujourd'hui dans ces conditions? J'ai envie juste de savoir. Non, vous voyez qu'il y a beaucoup d'incongruités qui font que cette 5e République se met en place à pas de charge. Oui. Comment on peut nommer dans un pays où il n'y a pas de crise, on peut légiférer par ordonnance? Je pose la question aux juristes. On a une constitution qui est là, qu'on a votée, qu'on a promulguée, et pourtant, mais on légifère par ordonnance. Nulle part ailleurs. Le peu que je sache du droit, nulle part ailleurs. C'est-à-dire que vous acceptez que le pays est en crise. Moi, président de la République, je n'ai pas ordonnancé. S'il n'y a pas de crise. Premier point. Deuxième point. On nous dit qu'il y a des dispositions transitoires qui me permettent au président de la République actuelle, qui est à cheval entre la 4e et la 5e République, et ce qui est vraiment paradoxal, aucun pays n'a fonctionné comme ça, nous y sommes. Et qui va nommer, en vertu de quoi je serai à sa place, ou je serai à la place de ses conseillers. Qu'est-ce qui empêche Faure Gnassingbé de mettre sur pied ou mettre en place le Sénat dans la 4e République? Ça existait depuis. Oui, bon, mais on n'a jamais franchi le pas. Mais il faut qu'il... Si je fus un de ses conseillers, c'est ce que je lui dis. Faisons les choses dans les règles de l'art. Mais vous aviez dit ici que le Sénat est budgétivore, que ça sert. Je n'en disconviens pas. S'il veut y aller, faisons ça dans les règles de l'art. Aujourd'hui, il n'y a plus de polémique. La 4e République l'a déjà prévu. Moi, Faure Gnassingbé, je veux y aller. Vaille que vaille. Je mets le Sénat avant de mettre cette nouvelle constitution pour aller à la 5e République. Et personne n'aura rien à dire. Aujourd'hui, nous sommes devenus la risée du monde. C'est ça qui m'écoeure. D'accord, très bien. Messieurs, merci beaucoup. On va aborder un autre sujet. Je voulais qu'on parle de l'école togolaise, l'école de la République. Vous savez, avant, on parlait du ministère de l'Éducation nationale. Entre-temps, c'est devenu, il y a longtemps quand même que c'est devenu aussi ministère de l'enseignement. Et il y a eu beaucoup d'interrogations, rappelez-vous, Isidore, on a animé... Oui, bien sûr, et on a animé beaucoup d'émissions sur cette question aujourd'hui. Alors, comme maintenant on est en train de parler de la 5e République, on va peut-être aussi nous interroger sur l'école de la 5e République. Olivier, à votre avis, quelle sera cette école-là aujourd'hui pour le Togo? L'école de la 5e République. Il y a un éminent médecin qui m'a dit, mais qui sont ceux-là qui écrivent les programmes scolaires pour nous, au Togo? Bon, de toutes les façons, l'école de la 5e République ne sera pas différente de l'école de la 4e République. Ah ouais?
puisque la 5e République, on est dedans depuis un certain moment, on n'a rien vu. On est à cheval. Oui, à cheval de toutes les façons. Les chevaux, même, on ne les voit plus. Ou bien aux chevaux. Donc, en réalité, la 4e et la 5e République, moi, je ne vois, il n'y a pas de différence, d'accord. J'aurais bien aimé que la 5e République nous apporte beaucoup plus d'argent dans les poches que le panier de la ménagère, donc soit plus fourni, que voilà, donc le jeune Togolais ait plus d'opportunités, voilà, donc que les fonctionnaires soient plus donc revalorisés que cela. Oui, c'est des questions qu'on pourra aborder, rassurez-vous. Bien sûr, là, déjà... Là, on parle de l'école, c'est très sérieux. sérieux. J'en viens. C'est-à-dire que là, déjà, ce sont des soubassements, parce que vous savez, la vie d'une nation se remarque au niveau de sa cellule familiale. D'accord. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des familles? Pas grand-chose, d'accord. Et donc, l'école fait partie de la nation. Et cette école-là, je ne vois pas le changement positif ou négatif que la 5e République va apporter. Et ce sera toujours cette école. Donc, si nous voulons changer les choses, qu'on soit en 4e ou en 5e République, ce n'est pas la question. On peut améliorer le système éducatif togolais quand on était dans la 4e République. Ce n'est pas parce qu'on rentre dans une 5e République que quelque chose va changer, ni dans le secteur de la santé, ni dans le secteur de l'éducation, ni dans le secteur, je ne sais pas, vous pouvez ajouter les autres secteurs. Oui, de l'énergie, et donc, voilà ce que moi je pense. Maintenant, qui fait qui élabore les programmes, ça c'est un autre débat carrément, hein, ça n'a rien à voir avec la question de 5e République, ni de 4e République. Non, oui, bon, maintenant, qui élabore... J'estime que le Togo est indépendant depuis 67 ans, si je me trompe. Et donc, et nous avons des experts au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, au niveau de l'enseignement technique, au niveau de l'enseignement supérieur, etc. Donc, nous avons des experts nationaux, peut-être aidés, appuyés par des experts internationaux, des coopérants, pour faire notre programme. Maintenant, est-ce que c'est un programme qui est adapté aux besoins du 21e siècle? Est-ce que ce n'est pas un programme... Oui, bien sûr, ce n'est pas un programme qui est dépassé depuis des lustres. Est-ce que la formation que nous donnons à nos enfants répond aux besoins du marché du travail? Ça, c'est la question importante que nous devons nous poser. Et si ça ne répond pas, pourquoi nous ne changeons pas? C'est là le nœud, en réalité, là où nous allons trouver le problème, ou bien en tout cas le secret qui empêche l'évolution de notre pays. Quelqu'un a dit, pour terminer, que si vous voulez détruire un pays, il faut s'attaquer à son système éducatif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attaque à notre système éducatif pour le rendre inopérant, inefficace? Alors c'est cette personne qui est notre ennemi et que nous, en réalité, nous devons combattre. Alors, est-ce que l'école telle qu'elle est aujourd'hui au Togo nous sert à quelque chose de potable? Oui, excusez-moi de poser la question de toute façon, mais bon. Non, je peux dire que ça nous sert, puisque nous avons été formés. Nous sommes formés par ce système. Oui, on a été à l'école. Mais est-ce qu'on rend service à la République? Oui, on rend service. La preuve, actuellement, tu es au micro, tu es en train d'animer un débat. Vous comprenez très bien ce que j'ai envie de dire. Les médecins sont dans les hôpitaux, les ingénieurs sont dans les cabinets. Il ne s'agit pas de ça. Donc ils animent la vie nationale. En tout cas, c'est de cela que nous parlons par rapport à l'animation de la vie nationale, au plan économique, au plan médical, au plan même de la formation. Donc l'école togolaise forme des cadres, ça il faut le préciser. Bon, maintenant c'est que avec l'évolution du monde et de la technologie, on aurait plus besoin
des cadres hautement qualifiés pour pouvoir répondre à certains défis. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois un peu dans certains ministères des Rwandais qui sont des conseillers, des consultants et tout ça là, quand je vois dans certaines institutions ou bien dans des sociétés étatiques, on fait appel à des expatriés pour venir diriger des pans de ces sociétés. Bon, ça voudrait dire qu'il y a encore un travail à faire au plan national. Donc il faut revoir nos pays là, il faut revoir, il faut avoir aussi ce que nous appelons de la vision, parce que la vision c'est de savoir là où nous amenons le pays. Et est-ce que dans un futur proche, qu'est-ce que nous voulons que le Togo soit à l'horizon 2030, comment nous voyons le Togo. Voilà, quand nous avons des dirigeants qui font cette projection, je pense qu'ils peuvent plutôt, ces dirigeants peuvent en même temps commencer déjà par mettre en place des mécanismes qu'il faut pour que, voilà, quand on sera à ces étapes-là, qu'on ne manque pas de ressources humaines capables de relever ces défis. Je pense que c'est à cela que nous devons nous attaquer. Quand je prends un peu l'enseignement primaire et secondaire. Est-ce que vous êtes fiers, je vais reposer la question autrement, est-ce que vous êtes fiers de l'école togolaise aujourd'hui? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chômeurs qu'on fabrique. Hein. L'école togolaise fabrique beaucoup de chômeurs. Mais est-ce qu'on doit être fier parce qu'on fabrique des chômeurs? Bon, je ne peux pas le dire, hein, parce que sincèrement, moi, ça ne me fait pas plaisir. Vous connaissez ma position là-dessus. Bon, maintenant, est-ce qu'en attendant, est-ce qu'on ne peut pas reposer la question autrement? Que font les dirigeants pour que les Togolais puissent être utiles à leur nation? Oui. Bon, si on reformule comme ça, je dirais que voilà, ce sont les mécanismes à mettre en place par les autorités, créer des opportunités d'emploi et tout ça là pour la jeunesse. Aujourd'hui, quand je prends un peu le volet industriel, le Togo c'est presque un désert en matière d'industrialisation. Il n'y a rien qui est fait, même les simples soubassements, il n'y a pas ça pour le moment. Parce que quand vous allez un peu vers la zone portuaire, faites un tour. Quand vous faites un petit sondage, toutes les unités de production qui sont là-bas, ce ne sont pas des Togolais. Ça, il faut le savoir. Donc voilà, il faut créer, à mon sens, en tout cas une cellule qui doit réfléchir sur l'industrialisation du Togo. Parce que c'est vers là nous allons. C'est vers là nous allons. Parce que là, il faut produire beaucoup pour une population qui est toujours en train de croître. Donc il faut avoir en même temps ces réflexes-là d'aller vers des politiques innovantes en matière d'industrialisation et en même temps aussi soutenir cette industrialisation par les matières premières. Donc l'agriculture, il faut revoir ce système. Les mines, il faut revoir aussi, réorganiser les choses, que rien ne se fasse dans l'opacité. Donc quand tout est bien fait, je pense qu'on a déjà un socle sur lequel notre développement va se poser et en tout cas, comme on le dit, c'est branlé. Donc voilà, je pense que quand on essaie d'interpeller nos autorités, c'est par rapport aux défis, c'est par rapport à ce que nous entendons comme bruit venant des autres pays. Oui, et là, je vais encore reposer la question autrement, parce que vous êtes en train d'arriver, hein, à peu près. Hein. Isidore Akolor, quand M. Faure Gnassingbé donne l'argent, pas par son argent à lui, hein, du Togo, ou finance des programmes, pour qu'un enfant ou des enfants togolais aillent à l'école, c'est pour quel objectif en réalité? Seulement aller apprendre à lire, à compter, écrire? Est-ce que ça doit être ça, l'école de la République aujourd'hui? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que on ne va pas inventer la roue. Hein. Vous prenez les petits Chinois, on avait le même PIB dans les années 60. Aujourd'hui, nous ont dépassé. C'est nous qui tendons les mains pour qu'ils puissent nous aider à nous développer. Et c'est ahurissant. Si à cette époque, nos aïeux qui ont acquis l'indépendance ont refusé la citoyenneté française, allez-y comprendre. Oui. Bref, quelle école pour la République? La République 5. Oui, bon, ça peut être 5 parce qu'on est là-dedans. Mais quelle école pour la République? Pour la République 5. Bon, non, d'abord, je voulais rebondir sur un développement de Ibrahim
qui disait la nomination des 3 membres. Ce n'est plus possible. La République 5 a changé. Non, on a quitté la 4 pour la 5. Oui, oui. Pour Ce la qui 5. avait été fait avant, c'était dans la 4. Oui, non seulement dans la 4, mais ça veut dire que la dénomination a changé. Oui. Et les membres aussi, c'est de 9 à 13. Maintenant. Donc, ce qui suppose que... C'est mort. Oui, oui, on fait table rase. Bref, c'est une parenthèse. Bon, c'est son analyse. Non, mais c'est ça. À l'époque, c'est 6 qui devaient être... J'en fus même candidat. Oui, si. Vous n'avez pas été élu. Je n'ai pas été élu. C'est pour des raisons que je dis que c'est comme ça. Mais avec la 5e République, le nombre est porté à 13. Faut-il retenir les 6 élus, les compléter par quelle assemblée? Ça va créer beaucoup de problèmes. Je suis désolé de le dire comme ça. Je n'ai rien contre ceux qui ont été élus. Mais je pense que c'est ça. Quand j'ai fouiné, c'est la réponse qui m'a été donnée. La dénomination, ce n'est plus la HAC, ça a changé. Oui. La dénomination a changé. Donc, le contenu a changé. Le contenant aussi a changé. Ce n'est plus 9, c'est 13. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça le problème. On recommence? On recommence à 0. Bref, je ne suis pas un décideur. Foynassi ne peut décider quand il veut. Maintenant, quelle école? Oui. Mais il faut beaucoup d'innovation. Ce n'est plus Mamadou Bineta qu'on va encore lire ou Abalo et Afi. Il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Le monde avance. Le monde avance. Le monde avance. Il faut revoir artificielle. Ouais, il faut revoir les curricula. Équipe pour le faire. Ouais. Depuis les réformes de comment appelle-t-on, le ministre là, Agbetiafa, mais on est resté là. On a dit les états généraux de l'éducation, ça n'a jamais été. Oui. Ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais été lieu. Voilà le problème auquel nous sommes confrontés. Qu'est-ce qui bloque? Il revient aux décideurs de prendre leurs responsabilités. Je me souviens à l'époque quand on était au campus, vous voyez les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens et les Gabonais qui venaient apprendre, étudier les Tchadiens. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous les voyez encore dans nos amphis? Oui, c'est rare maintenant. C'est rare, mais c'est rare. Non, parce que ils ont su que notre enseignement est déjà désuet. On est dans la désuétude. Il faut revoir tout. Il faut tout revoir. Je me souviens, j'ai fait l'amphi avec un Gabonais qui aussitôt est rentré, il est devenu directeur d'une grande société et m'a invité maintes fois à venir. Mais moi je traîne ici. Voilà la situation. Non, mais il y a des Togolais aussi qui sortent quand ils reviennent, ils ont aussi oui, des postes déjà. non, je ne dis pas, je ne dis pas que nous sommes les derniers de la classe. La preuve en est que notre petite sœur Kakele-Bourou, Angela, oui. Mais voilà, au Bénin, pour diriger l'Office national du Bénin, des télévisions du Bénin. Donc, on a des compétences. Les compétences ne manquent pas. D'accord. Sauf, on va te demander qui est ton parrain. C'est l'autre mal de qui est ton parrain? Il vient d'où? C'est comme ça qu'on gère ce pays-là. Si tu n'as pas bleu, Turquie ou bien Dieu quoi, tu n'as pas le bienvenu.
D'accord. On va poursuivre le débat là parce que c'est pas terminé. Il y a tellement de choses à dire sur l'école du Togo. Comment est-ce qu'il va falloir s'y prendre peut-être pour la transformer. Il y a des officiels, il y a les inspecteurs, il y a des gens qui réfléchissent au jour le jour pour transformer l'école. Quelle école pour quel Togo de demain? On peut poser la question aussi de cette façon-là. Puisqu'il est 12h sur la radio, on marque une courte pause, on revient juste après. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Tout de suite, la pub. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Deux familles qui s'enflamment pour du cacao? Mais quelle belle mère piquante! Ah, le classico, toujours aussi enflammé. Et oui, la promo la plus chaude du moment est sur toutes les langues. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. En plus, l'installation est offerte. Et si vous vous réabonnez à votre dernière formule, savourez toutes les chaînes Canal+ pendant 15 jours. Alors retrouvez les programmes les plus relevés avec le retour de Cacao, Qui veut épouser mon fils, le classico le plus enflammé et bien plus encore. Ça brûle, mais c'est bon. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente. Apprêtez-vous à vivre la finale Je chante radio 2e édition au Centre culturel Miva de Lomé avec Assoumani Hilal, Hélène Sobo et Boko Godwin. Je chante radio, un événement Taxi FM. Info 90 21 78 28. Je chante radio, dévoile ton talent sur la radio géniale avec Alain Moika. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission La Gare routière de l'information avec mes confrères Isidore Akolor, Olivier Adja et Acha Ibrahim. L'école de la République et la technologie, Isidore, Olivier. Il faut allier aujourd'hui à l'école de la République la technologie. La vraie. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, à l'ère de l'IA, finalement, dans l'intelligence artificielle. Et il faut allier tout cela donc à l'apprentissage. Et vous savez, quand nous on était à l'école, on nous disait qu'il fallait avoir des laboratoires et de l'équipement pour faire des expériences en chimie, en physique, en électricité, etc. Mais c'est plus que réel aujourd'hui. Oui, j'en viens, c'est-à-dire, mais moi j'avoue qu'on l'a jamais eu, on l'a pratiquement jamais eu.
Mais Vous c'est savez, sur le papier que tu as eu la requête de c'est film. une anecdote, mais j'ai fait pratiquement une grande partie de mes études à Dapan. Quand moi j'étais sur les bancs, on nous parlait même des feux de signalisation. J'ai jamais vu des feux de signalisation. Avant d'arriver à Lomé, j'ai jamais vu des feux de signalisation. C'est vrai, c'est une vérité. Non, on n'est pas seul, de toute façon. Donc, oui, c'est une anecdote, mais ce sont des réalités. On nous parle des choses, on est dans la théorie. Nos connaissances se retrouvent que dans les livres. Ce sont des connaissances livresques. Et si bien que sur la pratique, lorsqu'on est confronté à la pratique, parfois c'est du nouveau pour nous et il faut reprendre parfois à zéro. En tant qu'ampleur, aujourd'hui, nous vivons la même situation. Vous avez des jeunes qui ont fait les écoles de journalisme et qui ont des diplômes, mais qui vous arrivent et vous avez l'impression que vous devrez les former comme si vous reprenez quelqu'un qui n'a que le bac. Et donc il faut encore voilà, donc leur apprendre les choses, les b.a.-ba. Et ça, je crois que c'est un système qui retarde même la société, l'entreprise que je suis. Si j'embauche un jeune qui a le diplôme, c'est pour faire le travail pour lequel il est formé et dont j'ai besoin de les façons. Pour lequel il a eu le diplôme. Oui, il a eu le diplôme, oui, c'est ça, il est formé, bien sûr. Il a suivi une formation. Et malheureusement, c'est ce que je déplore. Malheureusement, et dans 90% des cas, puisqu'il y a des exceptions, de très bonnes exceptions, mais dans 90% des cas, il faut reprendre une formation sur le tard. D'accord, et il faut et là qu'est-ce qui ne va pas, c'est ce que vous dites. Et aujourd'hui les écoles proposent plutôt, je ne sais pas, une formation en alternance, une partie à l'école et l'autre partie dans les entreprises. Mais ce n'est pas vulgarisé ou bien ce n'est pas donc appliqué à toutes les écoles, si bien que c'est ce qu'il faut faire. Même dans les matières littéraires, c'est ce qu'il faut faire. Surtout quand vous êtes à l'université et vous avez déjà une orientation, vous devez avoir des présences en entreprise si les entreprises veulent bien vous recevoir. Comme ça, avant la fin de votre cursus, vous savez les besoins de l'entreprise, vous avez une maîtrise des demandes et du travail que vous avez des sujets. Bien sûr. Bien sûr. De thèses à soutenir. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Ajouter bien sûr à la technologie, parce que nous avons des écoles, on nous a promis des ordinateurs, une connexion haut débit, et par ici, par là. Mais nous avons des écoles qui n'ont même pas d'électricité, même si l'État fait l'effort, il faut le dire, que l'État fait l'effort. Mais c'est une réalité qu'il y a plusieurs écoles, peut-être même à Lomé-si, qui n'ont pas de l'électricité. Donc, si vous avez un ordinateur à l'école, vous voulez faire une initiation des élèves et qu'il n'y a pas d'électricité, c'est le b.a.-ba. Ok, donc voilà ce qu'il faut. Mais il faut dire que le chantier aussi est énorme. De Lomé à 5 ans, le chantier est énorme, à des centaines de milliards pour pouvoir peut-être atteindre ne serait-ce que le minimum de ce que nous voulons. Mais il faut commencer à quelque part. Il faut refaire l'école togolaise. Absolument, il faut refaire l'école togolaise, mais à condition que cette école soit indépendante d'abord. D'où nous vient, la question se pose, d'où nous viennent nos programmes. Nous avons répondu que ça doit être nos experts qui nous les offrent, mais encore que derrière le rideau, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça le problème. C'est malheureux. L'autre aspect de l'école, ici hier, à votre place à Tcha Ibrahim, Ambroise Bonjo, qui disait on doit apprendre aux jeunes enfants, aux adultes, peut-être que c'est peut-être tard, mais on peut quand même essayer. On n'insulte pas, on ne vole pas, on ne trahit pas, on ne fait pas ceci. Je crois que dans certaines écoles à Cotonou, c'est inscrit sur les murs de l'école. On est à l'école, on ne vole pas, on ne triche pas, on ne trahit pas et tout le reste. La question de la morale aujourd'hui dans notre société, c'est ça que je veux qu'on convoque. Non, est-ce que c'est encore possible? Oui, c'est possible. Qu'on la cultive? Oui.
ces questions-là? Oui, c'est possible. Vous savez, dans nos cellules familiales même, il y a déjà cette éducation qui est, disons, donnée aux enfants en matière de morale. Même la religion vient même appuyer cela aussi, parce que quand vous êtes un foyer ou bien une famille où il y a la crainte de Dieu, il y a quand même des éléments tirés des Saintes Écritures qui aident à éduquer les enfants. Bon, moi je suis de confession musulmane, donc le vol c'est proscrit, les injures, tout ça, la calomnie, tout ça là, c'est proscrit. Donc ça je l'enseigne à mes enfants. Et chez les chrétiens aussi c'est la même chose avec les 10 commandements de Dieu. Il y a tout un nombre de principes aussi qui ont trait à la morale, à la vie en société, tout ça là, et qui demande aussi qu'on soit vertueux. Donc nous enseignons la vertu à nos enfants. Maintenant, quand on parle du vol à un stade donné où des adultes se mettent à voler, c'est pas qu'ils n'ont pas reçu l'éducation. Oui, c'est ça en fait. Voilà, c'est pas qu'ils n'ont pas reçu l'éducation. Voilà, donc c'est un autre paramètre. Et je pense que ça, il revient maintenant aux dirigeants de mettre en place des mécanismes pour dissuader ces envies de voler. Parce que quand je prends les gens qu'on met sur des projets, l'argent vient est affecté. Vous avez lu le rapport de l'IGE? Bien évidemment. L'argent est affecté pour faire. Je suis en train de tourner, on va arriver là-bas en fait. Et voilà que quelqu'un prend le vilain plaisir de ponctionner cet argent, sachant pertinemment que ça ne va pas suffire à réaliser ce pourquoi l'argent a été affecté. Est-ce que cette personne-là, est-ce à dire qu'elle n'a pas reçu des éléments élémentaires en matière de moralité? On ne vole pas, on ne fait pas la chose qui ne t'appartient pas, c'est pas pour toi. Quand c'est la chose publique, fais ça parce que c'est ce qu'on demande pour nous tous. Quand quelqu'un vole des dons destinés à la santé, par exemple pour acheter un scanner, je donne toujours l'exemple, on vous donne 10 milliards pour acheter un scanner, vous allez vous acheter de la pacotille, vous amenez, mais qui vous voulez tuer? C'est tout le monde. Vous voulez tuer tout le monde. Parce que quand le diagnostic n'est pas bien posé, on ne peut pas vous soigner, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Quand on vous dit équiper cette école en matériel didactique adapté pour pouvoir les amener à comprendre tout ce qu'il y a comme programme, et vous détournez cela, mais vous faites du tort à toute une génération, vous faites du tort à une population qui est appelée demain à servir. Donc c'est des manques, on évolue avec en tout cas c'est une évolution au rabais d'abord, et on évolue avec des tares, avec des manquements, mais on ne doit pas être surpris que quand on sera à un poste de responsabilité donné, qu'on développe des lacunes, parce que on n'a pas pu apprendre tout ça. Donc moi je pense que la vertu doit être au centre de nos actions, on doit réapprendre un certain nombre de choses. Et maintenant, quand nous allons revenir au plan national, au plan c'est la vision. Oui. Ça, on parle de vision. Donc il revient à nos dirigeants. Si on veut des gens abrutis, donc on va créer une école qui est abrutie. Et si on veut des gens qui soient des gens qui raisonnent, des gens qui essaient de mettre leur analyse critique par rapport à tout ce qui engage la République, mais on aura une école avec des formateurs bien formés, avec des formateurs qui vont donner de la science infuse à ces enfants. Mais si l'idée c'est d'avoir des moutons de Parnuse, comme on le dit, mais on les pousse et ils vont dans la même direction, et c'est fini. Allez, allons-y. Et il y a un grand homme que je prends plaisir des fois à écouter qui dit que l'école telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est que abrutir les gens. Et l'école telle qu'elle nous a été amenée, c'est pour l'abrutissement des consciences. Bon, soit dit en passant. Il y a aussi la question de la morale et de la vertu dans notre cité. Je pense que tout a été chamboulé depuis qu'on a enlevé ce programme éducation morale. À l'école primaire, chaque fois qu'on rentre, c'est la première matière. Oui. On l'a changé par institution civique. Bon, je sais ce que ça a apporté aux Togolais. Actuellement, on parle de l'éducation civique et morale, hein. ECM, je crois. ECM, mais combien de fois la morale est enseignée?
Non, dans ce cours-là, généralement, ce que je regarde quand les enfants rentrent à la maison, c'est quoi Le drapeau togolais, l'hymne national. C'est tout. C'est tout. On a relégué au dernier plan la morale et les vertus de l'homme. Ben, on ne vole pas. Ne vole pas, ne triche pas. On ne trahit pas. Ne trahit pas. On ne trahit pas son frère. Son frère. On ne trahit pas la République. Ouais. Mais, et on avait des modèles à l'époque. Il n'y a plus de modèles. Les modèles, c'est les grands tricheurs. C'est les grands voleurs. On était au campus. Ça ne peut pas être un modèle, ça. Je te dis. Hein? Un voleur, un tricheur peut être un modèle. On était au campus. J'ai toujours combattu ce slogan. On nous dit que c'est au campus qu'on apprend à tricher. Et ceux qui ont triché sont les meilleurs aujourd'hui. Où ça? Au Togo? Au Togo. Non, ils ont réussi, ils ne sont pas des meilleurs. Mais ils ont réussi. Mais ils ne sont pas des meilleurs. Mais c'est eux qui sont devenus les modèles. Bon. Donc, la génération vont les copier. Est-ce que ce sont des gens vertueux? Non. La vertu. Mais ils sont passés par des méandres pour se hisser à ce poste de responsabilité. Et leurs enfants les copient. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Comment est-ce qu'il faut transformer ça aujourd'hui? Parce qu'en réalité, on veut bâtir une nation, ou on est en train de bâtir une nation. Ah, c'est au sommet de l'État que ça a commencé. Qu'on ait des modèles vertueux. On prend une décision. On fixe un cap. On fixe les caps. Tout à fait. Vous prenez, je ne vais pas citer des noms. Non, on ne citera pas de noms. Bon. À l'époque, tous ceux qui étaient des ministres, c'était des gens vertueux. On fait une enquête de moralité avant de te nommer. Et à l'époque, moi je vais dire que je vais ressembler à tel. Je vais ressembler à tel. Il semble qu'aujourd'hui... il n'y a plus de modèle. Des gens vertueux, ils n'ont rien. Et c'est des gens vicieux qui ont tout. Véreux, qui ont tout. Ah non, mais on ne peut pas bâtir une république comme ça. Mais c'est dans ça que nous sommes. Tant qu'on ne change pas le paradigme, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Olivier, c'est fou quand même. Hein? Oui, je crois que nous vivons dans une époque d'inversion des valeurs. Et vous savez, c'est un mouvement mondial. Le mensonge est présenté actuellement la délation comme la vérité, et la vérité est combattue. Donc nous sommes à un mouvement global d'inversion des valeurs. Il y a peut-être à notre époque, et notre époque c'est hier, hein, je ne veux pas dire. Et lorsqu'un homme sortait, entre guillemets, c'était une abomination, c'était un problème pour toute la société. C'est la mode aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous les condamnez, c'est ce qui est combattu. La condamnation, la dénonciation de ça, c'est ce qui est combattu. Donc la valeur que nous chérissions avant a été renversée. D'accord? Donc nous vivons dans un mouvement global d'inversion des valeurs où en réalité la vertu a perdu de ses lettres de noblesse pour laisser place à tout ce qui est et qui n'est pas vertueux. D'accord? Donc ce n'est pas le propre au Togolais ou bien au Togo. Seulement il faut qu'en tant que citoyen et épris, patriote épris du renouveau de notre pays, nous puissions à notre niveau mener une guerre contre ce phénomène d'inversion
de valeurs. Peut-être qu'on sort trop de gros mots, mais terre à terre. La question de la corruption, par exemple, aussi, qui est contre la morale. Je suis en train de planter un décor. Oui. Je suis en train de planter un décor. En réalité, aujourd'hui, et ça, c'est même au niveau de la cellule familiale, et je reviens encore à la cellule familiale. Lorsqu'on vous nomme à un poste, le premier conseil que vos parents vont vous donner, avec la main sur le cœur, vous ne me dites pas que non, sers ton pays avec probité, avec loyauté, avec et dévouement, non. La question première, quand est-ce que tu vas construire ta maison? On vous te dira que mais tu es nommé, tu ne sais pas quand on va te faire partie. Donc, il faut maximiser. Mais c'est fou. Et ce n'est pas une imposition politique, non. C'est ça la valeur que nous chérissons aujourd'hui. C'est-à-dire que la corruption, le népotisme, et puisque si vous êtes DG, la première des choses qu'on te dira, mais tu es là-bas, mais ton frère est ici, et c'est nous-mêmes nous le disons. Ouais. Il est haut placé, mais son frère, et qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas un diplôme, il ne pouvait pas le trouver. À l'époque, il y avait des douaniers. Quand vous devenez douanier, vous devez savoir faire certaines choses. Absolument. Si vous tenez la femme, vous dites, mais toi, tu es quel type de douanier? Non, on nous dit même. Tu n'as pas de voiture. Non, c'est une réalité qui s'est installée et qui a pris racine au cœur de nos sociétés. Et ce n'est pas une question politique seulement. Peut-être que ça fait partie. C'est sociétal. Oui, c'est sociétal. D'accord? Donc, en réalité, on ne va pas aller chercher loin. Il faut que nous changions au niveau de la cellule familiale. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui dans les conditions là, sur la marche du monde aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible de changer notre société? Quitter ce mal là pour aller vers le bien. Est-ce que c'est déjà atteignable? Non, ça a l'air d'être quelque chose d'impossible. Mais en tant que je ne sais pas, croyant, moi je dis que rien n'est impossible à Dieu. D'accord? Et même si dans certaines églises, dans certaines mosquées, on recrute les personnes les plus véreuses, les personnes les plus mauvaises, mais aussi on envoie des personnes les meilleures aussi, il y en a. D'accord? Donc, il faut pouvoir, au départ, en tant que parents, éduquer, parce que nos enfants, c'est l'avenir de demain de cette nation. C'est-à-dire, c'est l'éducation que nous donnons à nos enfants à la maison aujourd'hui, c'est le devenir de notre pays. Donc, si nous voulons changer les choses, déjà à la base, à la maison, éduquons nos enfants à éviter la tricherie. Aujourd'hui, la tricherie... C'est-à-dire n'attendons pas l'État. Non. Pour ça. Non, l'État ne pourra rien faire. L'État ne pourra rien faire. Aujourd'hui, vous m'excusez. Parce qu'en réalité, quand on envoie nos enfants à l'école, c'est pour que l'État s'en occupe en réalité, enfin d'une certaine façon. Oui, bien sûr. Ce qui ne devrait pas être le cas. Non, aujourd'hui, c'est ce débat-là, tu vois encore ce débat, mais l'éducation, il n'y a plus de la différence entre l'éducation et l'enseignement. L'enseignement, non. Tu viens, on te donne le savoir, c'est fini. Et on connaît des gens qui ont le savoir mais qui ne sont pas éduqués. Non, pas ça. Aucune éducation. Aucune éducation. De toutes les façons, lorsque vous allez à l'école, il y a certains, depuis les bancs, ils ont triché jusqu'aujourd'hui, ils continuent pas à tricher à la tête de l'État. Oui, c'est-à-dire ils n'ont connu que cette vertu. C'est la tricherie. Oui, mais j'appelle ça la vertu. Mais c'est pas une vertu. Non, c'est une vertu. Pour eux, c'est ce qu'ils connaissent. C'est grave ce dont on entend parler. Non, c'est grave. Mais c'est sérieux. Et c'est pourquoi j'ai dit que l'enfant est le père de l'homme. D'accord? Donc l'avenir de cette nation, c'est nos enfants. Et si nous-mêmes, en cravate, en costume, nous revenons à la maison et dans les journaux, nos enfants lisent que papa a détourné 10 milliards, a détourné, mais il est libre. Demain, l'enfant là, quand il sera à un poste, ne lui demandez pas de faire autrement. Puisque l'enfant ne copie que ce que les parents, ils voient les parents faire. Vous n'avez pas besoin de leur dire de faire pas ci, faire pas ça. Mais ce que tu fais, c'est ce que l'enfant copie en fait. Si tu lui dis de ne pas voler, toi-même tu es un voleur patenté, un voleur de la République.
et que voilà, tu as une certification sur ça, mais l'enfant aussi va trouver que c'est son papa. Est-ce qu'on parviendra à remodeler la nation togolaise sur cette question-là de vertu aujourd'hui? Moi, je suis optimiste. On pourra le faire, parce que quand vous prenez un peu les programmes au niveau de l'éducation maintenant, on a cette tendance à leur enseigner la vertu. Il y a cette tendance, parce que quand moi je m'amuse à prendre les cahiers de mes enfants, je vois parfois au niveau de la citoyenneté, on leur apprend comment être patriote. Le patriotisme, ça implique un certain nombre d'éléments, notamment ne pas trahir la nation. Quand on ne va pas trahir la nation, c'est qu'on ne va pas détourner. Et quand on ne... Mais c'est pas clair comme ça. C'est pas clair comme ça. Non, l'enseignant développe ça. L'enseignant développe ça. Donc, l'enseignant développe ça. D'accord, très bien. Et au niveau de la cellule familiale, Olivier le disait, on va le faire. Bon, c'est ça. Mais maintenant, c'est que faisons en sorte que au niveau de l'État, qu'on trouve des modèles. Parce que c'est très, très, très important. Et je me rappelle, dans un pays, on parle pour pouvoir être une autorité, surtout en Afrique centrale, il faut avoir des acquaintances avec qui, il faut être la maîtresse de qui, il faut être la copine de qui. Et voilà, donc ça, quand vous voyez que c'est ça qui est promu, ça désorganise, ça fait chambouler les valeurs. Donc je pense qu'il faut, quand on essaie de remettre tout en ordre et que tout est fait selon les mérites, selon les qualifications que l'homme a, je pense que c'est très bon. On nous dit souvent, beau mentir vient de loin. Les gens sont venus avec des diplômes finalement quand on a vérifié. Quand les gens se sont évertués à fouiller un peu, bon, mais parfois on ne trouve même pas des traces dans ces universités. Donc il y a tout ça là qu'on doit revoir, et si on arrive à avoir de vrais modèles, je pense que c'est bon. La journée de la femme, et je vais faire un clin d'œil vers ça, voilà, puisque c'est après-demain. C'est le 8, disons, samedi. Le samedi. Et vous savez, quand je vois parfois des tralala, des femmes, j'ai pitié de notre génération. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous allez un peu à la source pour comprendre l'histoire même, l'historique de la journée de la femme là, le 8 mars, ce que ça comporte comme sacrifice consenti par les femmes des entreprises new-yorkaises et autres là, mais c'est autre chose que les pagnes qu'on achète, les mèches qu'on fait, voilà, les tralala qu'on fait, on demande l'État même, et on demande aux hommes d'aller préparer parce que c'est la journée de la femme. Quoi. Non, vraiment, il faut recentrer tous les débats, quoi. Je pense qu'au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, si on recentrait le débat, on donnait une autre connotation à la célébration de la journée de la femme, c'est-à-dire une femme vertueuse, une femme qui participe au développement de son pays, une femme qui incarne ce qu'on appelle le sens de la famille. Non, vraiment, je pense qu'on va arranger beaucoup de choses. Très bien. C'est pas le ministère à interpeller, c'est le ministère de la promotion de la femme. Oui, c'est ce ministère qu'il faut interpeller. Et le gouvernement. Elle existe encore véritablement? Oui. Ah, ok. C'est au niveau de comment appelle-t-on? Nous Cafou. Ah, le cabinet. Le cabinet. Du ministre. Ah, d'accord, très bien. Oui. Mais écoutez, le gouvernement aussi s'y prête. En confessionnat, ou je ne sais pas si c'est RPT Unir qui le fait. Non. Mais il y a des pagnes qu'on distribue aux femmes. 8 mars. Pour quelle raison? Il y a des non, c'est pour la célébration. Quelle célébration? De la journée vous de la femme. Vous venez de le dire. Que ça ne devait pas être une célébration, mais ça doit être une journée de réflexion, de revendication. Au lieu de fêter. Et depuis le 9 mars 2024, les mamans, les dames qui vendent à des mains et autres. Oui, les condiments marché là. On ne sait pas cotiser. Elles cotisent, elles ont aussi leur panier. Et vous allez les voir le samedi défiler. Ah oui, avec des fanfares. Ça tombe sur le week-end. Avec des fanfares. Après c'est fini. Ça s'arrête là. Non, après, à la plage. Elles vont rester là jusqu'à 1h du matin. Dans pour dire que c'est la journée de la femme.
écoutez, tout est galvaudé. Non, donc une célébration sans contenance. Non, il faut interpeller le ministère de la promotion de la femme. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Il y a bien envie quand même qu'on place juste un mot rapide sur le contrôle des finances publiques au Togo avec le rapport récemment sorti. C'est sorti, mais c'est maintenant que ça a fuité sur les réseaux, le rapport de l'inspection générale de l'État. Dans votre dernière parution la semaine dernière, vous avez mis en lumière toutes les difficultés qui entravent, il faut peut-être le dire, les missions de l'IGF qui est placée sous l'autorité directe du président de la République. Oui, alors on a envie de savoir, qu'est-ce qu'on fait de ces rapports-là qui sont quand même graves? Non, au fait, j'appelle ça des enjolivères. Comment ça? C'est des enjolivères, en commençant par l'inspection générale des finances, qui avait fait beaucoup de rapports qui sont passés en perte et profit. Il y a l'inspection générale d'État qui relève directement de la présidence. Et moi, j'ai eu ce rapport, j'ai tout lu. Ce qui m'a surpris, c'est que cette entité dit qu'elle n'a pas les moyens de faire convenablement son travail. Ça, c'est sans moyens qu'elle a produit ce rapport. Imaginons si elle a véritablement les moyens. Voilà. Est-ce qu'il y a une volonté de pouvoir faire prospérer ces contrôleurs d'État? C'est eux, les contrôleurs de la gestion financière de l'État. Est-ce qu'il y a cette volonté? Je ne le pense pas. Si tel est le cas, cette entité ne doit pas souffrir des moyens. Imaginez que c'est un seul chauffeur qu'ils ont. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Mais écoute, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Une telle entité qui relève directement de la présidence va manquer de moyens. Dans quel pays sommes-nous? C'est incroyable. Monsieur, donc, tous ces rapports-là, moi, je les ai parcourus. Je dis que bon, ils ont fait de leur mieux. Mais on peut aller plus que ça si on met les moyens à la disposition. Et ce rapport-là est disponible quand même. Oui. On peut quand même le lire. Vous le lire. Moi, je les ai contactés. J'ai dit, bon, certains inspecteurs disent que mettez les moyens à notre disposition, on va renflouer la caisse de l'État. On va mobiliser. On a demandé à des gens de rembourser. Rembourser seulement. Des noms étaient cités. Nommément. Mais il ne faut pas seulement rembourser. Il faut décourager les potentiels. Il faut aussi les arrêter. Imitateurs, tout ça là. Messieurs, c'est important. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être la prochaine fois, on va revenir de fond en comble sur ce débat-là, de ces différents rapports. Parce qu'on a encore en mémoire le rapport de la Cour des comptes. Et on ne sait pas. C'est les parents pauvres. Merci beaucoup à Isidore Akolor de l'État. Merci à Tcha Ibrahim. Merci beaucoup à Olivier Adia. Merci à Francis Daye qui a assuré la mise en appelez-moi Saint-Irrigateur. Dans 10 minutes, le journal parlé sur la radio. Je vous retrouverai un peu plus tard à 13h avec Maître Florent Avocat, puis à 15h avec Prophète Adatara. À très bientôt. Au revoir.